Et on répond à Leslie qui nous dit en quoi consiste le comblement des lèvres? Est-ce que c'est dangereux et quel professionnel peut le faire? Ah bah allons-y. Bah allons-y, Non, mais parfait. Ah oui, non, mais j'ai oublié, effectivement. Oui, Rim me regarde, parce qu'il y a un truc à dire. Là, vous avez vu, il y a un Merci, QR code qu'il faut scanner, s'il vous plaît. D'accord? Vous prenez J'y votre tiens, téléphone. mon QR code. D'accord? Vous scannez le QR code et vous pouvez envoyer une petite photo sous forme de vidéo. Sinon, elle ne commence pas la chronique. C'est bon, Merci Jimmy, on y va. Alors, le comblement des lèvres, c'est une grande tendance pour le meilleur et pour le pire parfois. Alors, ces dernières années, il y a de nombreuses stars qui ont eu recours. Il y a aussi eu l'effet des réseaux sociaux avec de nombreuses influenceuses qui affichent des lèvres rebondies. Et il y a aussi l'effet des filtres sur certaines applications. J'ai testé, regardez. Vous aimez? Oh non, ça Non, on est d'accord. Non, mais là, j'ai exagéré. Mais ça c'est juste avec un filtre. Donc, imaginez si on le fait joliment, eh ben, ça peut donner envie à certains et certaines de passer le cap. Ok, bon, alors à quoi ça consiste justement cette opération? Alors, le docteur Jérémy Lupuc, qui est dermatologue, m'a expliqué. En fait, on va injecter dans la lèvre de l'acide hyaluronique. C'est un acide qu'on trouve naturellement dans la peau. Et en ce moment, on en trouve dans des crèmes, des gels, c'est un petit peu partout. Et aussi pour la médecine esthétique. Donc, on va voir en image. Le médecin, il va injecter l'acide hyaluronique. L'intervention, elle dure à peine quelques minutes. Et là, ça va hydrater la lèvre, lui redonner du galbe. Ça coûte entre 300 et 400 euros. Et ça dure plusieurs mois, entre 6 et 12, selon les patients. Il faut être vigilant parce que c'est quand même un acte médical Eh et oui. qui n'est pas à prendre à la légère. Exactement, là, on a l'impression que c'est rien du tout, mais pas du tout. C'est un acte médical et seuls les médecins ont le droit d'effectuer des injections à visée esthétique. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dérives parce que ce produit, il n'est pas très cher, on peut se le procurer facilement. Et donc, on trouve des personnes qui vendent en gros leurs services sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'elles ne vont pas prendre forcément les bons produits et pas non plus faire le bon geste. Et les conséquences, elles peuvent être vraiment dramatiques. Il y a une injection illégale sur 100 qui présente des complications. On va écouter le docteur Adel Louafi qui nous avait montré les risques qu'on encourt. On voit ici une nécrose de la lèvre et probablement qu'il faudra amputer une partie de la lèvre de cette patiente. Ici, l'injectrice illégale a injecté au niveau du nez. Il y a l'ensemble du nez qui a nécrosé, ça remonte sur le front et là, ça va laisser des séquelles dramatiques malheureusement chez cette patiente. Donc ça va être des résultats comme un grand brûlé, c'est dramatique, avec en plus un risque de perte de vision. Donc il faut être extrêmement vigilant en plus. Avec ces Oui, c'est injections. ça. On ne risque pas sa santé pour quelques centaines d'euros. Alors, il y a peut-être une petite lueur d'espoir, c'est qu'il y a une tendance en ce moment, c'est le dégonflement des lèvres sur les réseaux. On voit ça de plus en plus. Donc, peut-être que dans quelques temps, on n'aura plus cette pression à devoir se faire des grosses lèvres, Ah ouais, donc etc. on se gonfle les lèvres et maintenant on se les dégonfle. Ouais, surtout comme pour les les fesses personnes. et les seins, hein. Exactement, Pareil. il y a des tendances. Et il y a tendance aussi à dégonfler les fesses et les seins. Bien sûr. Ok, bah excusez-moi, je J'allais dire, Jean Téléphone était la preuve. ne me permettrai pas. Merci Rim pour ces précisions. Comment on fait pour vous écrire? Donc, rim@ledocteur.fr et vous avez le numéro WhatsApp 06 58 75 04 71. Et j'espère que vous avez scanné le QR code, hein, sinon on ne peut plus rien là. Quand on parle des dangers du tabagisme, on pense forcément au cancer du poumon. Mais il y a un autre risque qui est grave, c'est ce qu'on appelle la BPCO. C'est une maladie qui touche plus de 3 millions de personnes en France, mais malheureusement, plus de 2 tiers des malades ne sont pas diagnostiqués. On répond à toutes vos questions sur le sujet. Pour nous éclairer justement sur ce sujet, le docteur Lucille Regard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue à l'hôpital Cochin, c'est l'AP-HP à Paris. On a reçu plein de questions, vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Bon, la première question, l'évidente, c'est quoi la BPCO? C'est un terme médical, mais que les gens n'utilisent pas forcément. BPCO, c'est effectivement un acronyme qui veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc c'est un gros mot, mais si on simplifie, c'est une maladie qui est dans plus de 80% des cas en France secondaire à la consommation de tabac ou à l'exposition à la fumée de tabac. Il faut avoir beaucoup fumé pour avoir de la BPCO? Alors, on n'est pas tous égaux face au tabac. Il y a des gens qui vont fumer toute leur vie, qui n'auront jamais de BPCO. Et il y a des gens qui vont fumer un petit peu moins, voire beaucoup moins, et qui vont développer une BPCO. Donc, on n'est pas tous égaux face au développement de la maladie. Néanmoins, effectivement, en général, c'est des patients qui ont fumé plusieurs dizaines d'années, en général, et entre un demi, voire un paquet par jour. Mais on n'est pas du tout égaux face à la maladie. Donc on a compris que le responsable numéro 1, et c'est pas seul, c'est le tabac. On va parler des symptômes, mais on va essayer de vous expliquer ce qu'il se passe dans les bronches d'un patient qui est atteint de BPCO. Alors pour le respirer, vous savez, vous avez besoin
de 2 poumons. L'animation devrait partir. L'air va passer dans le gros tuyau qu'on appelle la trachée et puis passer dans les bronches. Dans la bronchite chronique du fumeur, la BPCO, eh bien vous allez voir au niveau de ces bronches une atteinte. À cause du tabac notamment, des substances qui sont présentes, eh bien vous avez ce qu'on appelle des cellules ciliées dans les bronches qui sont des cellules qui ressemblent à vos cils qui vont être engluées. Il va y avoir du mucus, de l'inflammation. Raison pour laquelle le fumeur va se mettre à tousser, notamment pour dégager ses sécrétions et on va se mettre à tousser, à avoir des glaires. Et puis, il y a un autre symptôme qui doit vous alerter, c'est l'essoufflement. À cause justement de l'inflammation au niveau des bronches, vous avez le calibre, c'est-à-dire le diamètre de la bronche, qui va se réduire de volume. Vous allez avoir une impression de sifflement, comme si on faisait de l'asthme, mais on n'est pas asthmatique. Et puis, vous allez avoir de l'essoufflement. C'est ça que les fumeurs ne doivent pas banaliser. C'est pas parce qu'on fume qu'on doit tousser. Exactement. Quand on fume, alors effectivement, beaucoup de fumeurs toussent, ils vont dire je vais tousser le matin, mais même la toux et les crachats le matin, c'est des symptômes qui ne doivent pas être négligés. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, l'essoufflement ou la dyspnée, on peut dire ça en consultation, c'est un symptôme qui n'est pas un symptôme normal. Quelqu'un qui a 50 ans ne doit pas être essoufflé, même s'il fume. Et il faut pousser les explorations, ça peut être plein de choses, mais ça peut être la BPCO. Et alors, c'est quoi la différence avec l'asthme ? Alors, la différence avec l'asthme, c'est une maladie qui est une maladie inflammatoire, qui n'est pas liée au tabac. Ok. Et c'est surtout, alors il y a des mécanismes qui sont un peu semblables, vous l'avez dit, il y a de l'inflammation dans la BPCO, mais en fait l'inflammation dans la BPCO, elle va conduire à une obstruction qui va être définitive, hein, vous l'avez bien montré. Alors que dans l'asthme, cette obstruction, elle survient dans les moments de crise, donc quand l'inflammation est plus importante, et quand un patient prend son traitement, j'entends un patient asthmatique, prend son traitement correctement, eh bien normalement il n'y a pas d'obstruction. Hein. La BPCO, c'est vraiment une obstruction qui est malheureusement définitive. On a Marc qui nous pose cette question. À partir de quel âge les premiers signes apparaissent-ils ? Parce qu'on a l'image du vieux fumeur qui fumait des gitanes et tout le tralala, très âgé, mais ce n'est pas forcément le cas. Non, pas du tout. Encore une fois, et on le redit, les symptômes, ils peuvent apparaître, et on n'est pas égaux face à la maladie, ils peuvent apparaître parfois très tôt, 40, 45 ans. C'est vrai qu'avant 40 ans, souvent, c'est pas, on va dire que c'est pas classique, mais à partir de 40, 45 ans, ce qui est assez jeune, et puis ils vont, et c'est aussi un des problèmes avec cette maladie, c'est que les symptômes vont s'aggraver très insidieusement, très progressivement. Et en fait, les gens vont s'habituer et ne vont pas être alertés, par exemple pour l'essoufflement. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, pour revenir à votre question de l'âge, eh ben, ça peut apparaître à 40-45 ans. Il y a des gens chez qui ça va apparaître un petit peu plus tard. Mais encore une fois, il faut être conscient de ces symptômes et les rapporter à son médecin. Ça se soigne comment ? Alors, ça se soigne. Et La première mesure à proposer. La première mesure à proposer, c'est l'arrêt du tabac chez les patients qui fument encore. Parce que la maladie, elle peut aussi, et ça c'est important à dire, c'est pas parce qu'on a arrêté de fumer qu'on ne peut pas avoir une BPCO. Donc, chez les patients qui fument encore, première mesure, arrêt du tabac. Très important. Quel que soit ce qu'ils fument ? Ça peut être la cigarette Quel électronique. que soit ce qu'ils fument. Alors, sur la cigarette électronique, on montre qu'un tout petit peu de recul. D'accord. Quand on parle du tabac, en fait, ça va être l'exposition à tout ce qui va être fumée inhalée, donc à la cigarette. Ah ouais. Mais il faut penser à la chicha, il faut penser au cannabis. Le cannabis, c'est pourvoyeur de BPCO chez des patients plus jeunes et des formes beaucoup plus sévères. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Sur la cigarette électronique, on n'a pas d'éléments de réponse sur est-ce que la cigarette électronique induit une BPCO. On a plutôt l'impression que non. Mais encore une fois, comme c'est une maladie qui se développe sur des années, des dizaines d'années, on n'a pas de recul encore.